Rennes, j'écoute les voix du service public. C'est le podcast des archives de Rennes dans lequel nous vous proposons de découvrir des témoignages de celles et ceux qui ont fait la ville. On va chercher les premières vaches. Se pose tout de suite le problème qui n'avait pas été vu au départ. Quand les vaches sont disponibles, elles sont en lait, c'est-à-dire qu'il faut les traire. On installe vite fait une petite machine à traire. Dans cet épisode, nous vous proposons d'écouter Jean-Paul Sillard. Arrivé en 1994 à l'écomusée du Pays de Rennes, l'écomusée de la Bintinée, il y est resté jusqu'à son départ en retraite, 27 ans plus tard, en s'occupant des animaux en tant que zootechnicien, l'étude de l'élevage. D'un père chasseur, il a hérité du goût pour la nature et a été passionné par les animaux du cabinet de curiosité de son professeur de biologie au collège. Au milieu des années 70, Jean-Paul Sillard est entré au lycée agricole de Kernilien dans les Côtes-d'Armor, faute de pouvoir intégrer l'école des eaux et forêts, un lycée dont l'enseignement reflétait les nouvelles pratiques agricoles. Quand j'ai débarqué dans ce lycée agricole, je crois qu'on n'était que dans ma classe que 3 élèves non issus du milieu agricole. Et donc on a tout de suite sympathisé, bien sûr, parce que les autres ils parlaient de tracteurs de 80 chevaux, de quadromotrices, d'ensilage, etc. Et puis nous, on est en plein dans la culture du maïs qui commence, on est dans les tracteurs quadromotrices, on est dans l'intensification de l'agriculture. À l'époque, c'est vrai que je découvre effectivement ce milieu agricole intensif, parce qu'à côté de chez moi, il y avait une petite ferme où on allait chercher le lait, où il y avait 4 ou 5 vaches, chez Francine, et puis voilà, c'est peu la seule exploitation que je connaissais. Je m'intéressais effectivement beaucoup plus au petit élevage. Alors, des sujets qu'on n'abordait pas d'ailleurs en lycée agricole, hein. On aborde surtout la production bovine, lait ou viande, la production porcine, un peu la production avicole, mais tout ce qui est la diversification agricole qu'on a appelé après, on n'avait pas accès. Et pareil, moi j'avais demandé aussi, on commençait à parler d'agriculture biologique, et j'avais demandé à mon professeur de phytotechnie, d'études des plantes, hein, si on pouvait avoir des notions d'agriculture biologique. Et du coup il m'avait dit, écoutez, monsieur Sillard, vous êtes trompé de lycée, ici c'est pas ça du tout, si vous voulez parler d'agriculture biologique, il fallait s'inscrire dans un lycée agricole en Suisse, qui avait sûrement une avance sur les Français par rapport à... Donc voilà, ça a coupé court à mon aventure d'agriculture biologique. Après un bac obtenu en 1979, Jean-Paul Sillard a travaillé dans la restauration avec un ami d'abord, puis en gérant un bar-crêperie La Cave à Plestin-les-Grèves avec son frère durant 2 années. C'est alors que Jean-Paul Sillard a suivi une formation de petit élevage. Je me suis inscrit sur une formation sur l'élevage de lapins. Donc c'était au lycée agricole du Gros Chêne. Et donc j'ai dû faire une formation de 6 mois sur la cuniculture, parce que l'élevage de lapins on appelle ça la cuniculture. J'ai fait donc ces 6 mois. Au cours de ces 6 mois, j'ai rencontré un monsieur qui voulait également trouver une diversification. Il tenait une brasserie à Paris et il avait vendu sa brasserie. Il avait racheté un magasin de vêtements pour bébé à Lannion pour sa femme. Et ben lui, il voulait trouver une occupation. Alors je sais pas pourquoi il a eu cette idée d'élevage de lapins, parce que je crois que chez sa belle-mère qui habitait à côté, il y avait un grand bâtiment et qui aurait pu abriter un élevage de lapins. Et à la sortie de cette formation, ni lui ni moi, on accroche effectivement pour monter un élevage. Et par la suite, il y a une mode qui arrive dans l'élevage, c'est le fameux lapin angora. Ce phénomène de lapin angora, il y a pas beaucoup d'élevage et il y a une demande. Et effectivement, les cours du poil de lapin angora à l'époque continuent à grimper. Donc là, je vois une opportunité un peu de monter un élevage qui correspondrait plus à ma démarche. Donc je refais une formation, de nouveau au lycée agricole du Gros Chêne à Pontivy.
Et cette fois-ci, je me lance dans un élevage de lapins angora. Je suis installé en tant qu'agriculteur en élevage de lapins angora. Alors seulement, cette activité, autant elle était lucrative au départ, autant les cours qui sont basés sur des cours mondiaux n'ont pas résisté longtemps à la demande, parce que les Chinois se sont mis à faire du lapin angora également. Mais nous, en France, on avait une technique qui consistait à épiler le lapin. Les Chinois, eux, ils avaient une autre méthode, c'est-à-dire qu'ils tuaient carrément les lapins pour récolter le poil. Et du coup, ils valorisaient la viande de lapin et ils valorisaient le poil également. Et à des échelles des élevages de 20 000, 30 000 lapins. Du coup, le poil de lapin au marché mondial s'est complètement cassé la gueule. Et du coup, moi, j'ai décidé de remplacer ces lapins angora au fur et à mesure par des lapins de race que je vendais en reproducteur. J'ai commencé à faire les expositions et vendre du lapin de race par mon activité. Donc c'est là que je suis rentré un peu dans ce milieu de la conservation. Ça, c'était mon premier Grand Prix. J'avais exposé un lapin angora au Salon de l'Agriculture en 88 et j'avais remporté le prix du président de la République, qui est la plus grande distinction de l'aviculture parce que c'est le fameux vase de Sèvres. J'ai pris un peu de goût à ces fameuses expositions, ces fameux concours. Et donc j'ai commencé à diversifier mon activité avec des volailles. Donc j'avais de la Bresse noire, parce qu'il y avait un éleveur dans mon secteur qui élevait de la Bresse noire. Plus tard j'ai eu la coucou de Rennes. Et donc c'est comme ça effectivement que de fil en aiguille est venu un projet avec mon beau-frère qui tenait cette ferme et qui lui s'intéressait également à l'élevage de canaris. Et on s'est dit pourquoi pas transformer cette petite ferme en ferme pédagogique. On a contacté les banques pour financer le projet. Et les banques à l'époque étaient très frileuses, c'est-à-dire qu'on parlait pas beaucoup de diversification agricole. On parlait pas beaucoup d'agrotourisme. La banque nous a pas suivis. Et donc à l'époque, j'avais de la coucou de Rennes et j'avais commencé à élever de la coucou de Rennes. Et c'est là que s'est présenté ce fameux article de Ouest France en disant que l'écomusée de la Bantinais à Rennes recherchait des éleveurs de coucou de Rennes pour fonder un club. Voici une archive, un extrait du compte-rendu du conseil d'administration du 24 mars 1998 de l'association des producteurs de coucou de Rennes, hébergée à l'écomusée de Rennes. Jean-Paul Sillard était l'un des membres présents à cette réunion. Il y est question de la protection de la poule coucou de Rennes par la signature d'une convention entre des éleveurs et l'association. Puis il est précisé que l'écomusée étant la vitrine publique du coucou de Rennes, il est déjà, et sera encore plus dans l'avenir, sollicité pour transmettre la souche. Il importe donc de protéger celle-ci. Cependant, le nom de la race étant dans le domaine public, l'association ne peut pas se l'approprier. Elle peut uniquement protéger l'étiquette semi-figurative qui sera apposée sur les carcasses de poulet. Le bagage est aussi un autre bon moyen de protection. Les bagues vont donc être commandées. On apposera comme prévu l'inscription « La coucou de Rennes » et le numéro de l'éleveur. Rennes, j'écoute les voix du service public. Après ses différentes activités dans la restauration et dans l'élevage, Jean-Paul Sillard a donc répondu à l'appel de l'écomusée de la Bantinais qui venait d'ouvrir 2 années plus tôt en 1987 pour lancer un club de sauvegarde de la poule coucou de Rennes qui était en voie d'extinction. Son directeur, qui a joué un rôle essentiel dans la création de l'écomusée, Jean-Luc Maillard, ayant constaté que le poulailler n'était pas occupé et avait eu connaissance de cette race locale dans un parc animalier de Nancy. Les 2 hommes se sont retrouvés en 1994 au Salon de l'Agriculture à Paris. Jean-Paul Sillard, qui entre-temps avait commencé à travailler pour le Conservatoire du Littoral tout en conservant son activité d'éleveur amateur,
et Jean-Luc Maillard avec son projet de monter un conservatoire de race à l'Écomusée. Je dis, moi aussi j'avais un projet de ferme conservatoire. Donc je lui explique un peu notre démarche. Je dis, mais pour l'instant les banques elles ne suivent pas. Donc il me dit, écoute, on sera nous amenés à recruter un zootechnicien pour mener à bien notre projet. Il me dit, si jamais ton projet n'aboutit pas, il faudra postuler chez nous, quoi. Et du coup, effectivement, moi, quand je suis rentré de Paris, j'en ai parlé à mon beau-frère. Je lui ai dit, écoute, notre projet, il n'avance pas. Il y a les comusées qui voudraient monter un projet séminaire. Ils vont recruter quelqu'un. J'en parle à ma femme. Il me dit, si jamais tu vois, si tu postules, les offres d'emploi ont dû tomber au mois de juillet ou août, je ne me rappelle plus. Hein. Et donc, du coup, j'ai postulé à ce poste de zootechnicien, 80 candidats. Voici comment l'Écomusée de la Bintinée était présenté dans un document rédigé au début des années 90 sous le titre « Le projet, une ferme vivante, un parc agro-pastoral ». Au-delà de la simple introduction d'animaux, notre projet vise à développer l'écomusée en valorisant globalement son espace agricole. Ni ferme pédagogique, ni musée zoo, le projet d'installation de races domestiques s'inscrit dans la logique thématique de l'équipement, montrer l'évolution des rapports entre l'homme et la terre, entre le monde végétal cultivé et le monde animal domestiqué. Le caractère novateur du projet repose sur deux orientations complémentaires. Conserver à la Bintinée les anciennes races domestiques de l'Ouest, montrer au public ces animaux au sein d'un parcours chronologique retraçant l'évolution des modes de gestion de l'espace rural en Bretagne et dans l'Ouest. La plupart des anciennes races domestiques françaises se trouvent aujourd'hui dans une situation dramatique. Détrônées au profit des races actuelles, beaucoup sont au bord de l'extinction et ne doivent leur salut qu'à l'obstination d'éleveurs passionnés. En assurant la sauvegarde des différentes races menacées dans l'Ouest, l'Écomusée joindra donc l'utile à l'agréable, conservé et montré au public. Jean-Paul Sillard a commencé à travailler à l'Écomusée le 1er septembre 1994 en tant que technicien contractuel. Il est resté contractuel jusqu'à sa retraite en exerçant un métier atypique dans une collectivité publique, celui de zootechnicien, métier pour lequel il n'existait pas de concours dans la fonction publique. Il nous raconte à quoi ressemblait le parc agro-pastoral de l'Écomusée à son arrivée. Alors en 1994, il y a, à part les poules, il n'y a rien. Il y a eu déjà une réflexion sur l'aménagement des bâtiments de l'Écomusée. Et donc il y a eu des travaux de fait, il y a eu une étable, il y a eu l'aménagement du box pour des chevaux. Il y a eu l'aménagement de poulailler, mais tout ça c'est vide. Jean-Luc Maillard également a déjà fait ses courses, entre parenthèses, a déjà réservé des animaux à droite, à gauche. Et donc à partir du 1er septembre 1994, voilà, il y a le projet de tout mettre ça en place, donc de réceptionner les animaux. Donc il y a effectivement, c'est ma partie qui me revient. L'inauguration du parc agro-pastoral est prévue au mois de novembre, et donc il faut effectivement que les animaux arrivent. En même temps que moi est recruté un soigneur gardien. Donc on commence comme ça, une équipe de deux personnes. Donc à l'époque, effectivement, je fais également, je suis zootechnicien, mais je fais le soigneur également, hein, on se répartit les tâches. C'était très dur à l'époque parce que lui faisait 3 week-ends de garde, moi j'en faisais un. Donc on va chercher les premières vaches. Alors se pose tout de suite le problème qui n'avait pas été vu au départ, c'est que Jean-Luc avait acheté des vaches, mais quand les vaches sont disponibles, elles sont en lait, c'est-à-dire qu'il faut les traire. Et donc ça, c'était pas prévu au départ. Donc on installe vite fait une
une petite machine à traire. On va chercher, non, les chevaux on prend contact avec des éleveurs qui nous trouvent deux juments, Comtesse et Créole. On veut une nantaise, c'est une race de vache, hein, une nantaise. Et donc, à l'époque, on n'en trouvait pas beaucoup, on en trouve une dans le Finistère. Donc on achète sur photo et on se la fait livrer à l'écomusée. Et là on voit un jour le camion qui arrive avec un van derrière. Et puis le conducteur qui sort un peu énervé parce que il avait eu du mal à charger la nantaise, qui était un peu sauvage. Elle avait abîmé son van, il y avait des traces de cornes dans... Par précaution, on ne la met pas à la tâche chez nous. Alors l'inconvénient, c'était une vache nantaise, une génisse qui s'appelait Gazelle. Donc Gazelle, elle portait bien son nom parce qu'elle était assez vive. Et on la met pas à la tâche parce qu'on s'est dit elle va tout casser. Donc on la met dans un des box où on aurait dû mettre les chevaux. Alors voilà que notre Gazelle le lendemain s'échappe, je crois. Elle est sortie du box. Mais le soigneur avait essayé de la rattraper, et voilà que le soigneur a une clavicule cassée. Coup de corne, clavicule cassée. Oh, putain, on commence bien. Bonjour les contacts. Et voilà notre Gazelle partie à travers champs. Donc là, ça a été un peu au départ le baptême du feu. Donc la fameuse Gazelle, elle a été récupérée quand même chez un éleveur à côté. Elle était partie parmi d'autres animaux. Donc on l'a récupérée. Après, elle s'est calmée par la suite un peu, mais du coup, plus de soigneur, clavicule cassée. On a pris un vacataire en attendant que notre soigneur revienne. Et d'ailleurs, notre soigneur n'est pas revenu. Je crois qu'il a eu son baptême de feu et il a décidé de ne pas revenir. Donc on a travaillé pendant 1 an ou 1 an et demi avec le vacataire avant de retrouver de recréer un nouveau poste et de trouver un autre soigneur. Avoir des animaux pour les conserver n'est qu'une première étape. Jean-Paul Sillard, à l'écomusée de la Bintinée, a aussi contribué à la sauvegarde de ce patrimoine vivant grâce à la reproduction des espèces. Faire de la reproduction, ça avait un double avantage, c'est que on faisait augmenter les effectifs, mais du coup on donnait une valeur aussi à notre élevage au niveau pédagogique avec des naissances. On avait le cycle de l'animal, on avait le veau, on avait la génisse, on avait l'agneau, on avait voilà cette vocation-là également pédagogique et conservatoire. Même si on n'aimait pas trop le mot pédagogique, hein, on se revendiquait plutôt de l'aspect scientifique conservatoire. Quand on travaille, sur la conservation des animaux, il nous faut des reproducteurs. Donc il nous faut un carnet d'adresses pour acheter des béliers. Alors, certaines reproductions qui se font par insémination artificielle, hein, tout ce qui est bovin en particulier, il y a des stocks de semences dans les centres d'insémination. Par contre, tout ce qui est mouton, c'est la reproduction naturelle, hein, donc c'est les saillies naturelles. Donc là, il nous fallait des béliers, donc il nous fallait un réseau d'éleveurs. Donc petit à petit, et par force des choses, on se rapproche des associations de races. On en fait même partie, entre parenthèses, pour dynamiser ces associations de races. En 2001, l'écomusée passe sous le giron de Rennes Métropole avant de prendre, quelques années plus tard, son autonomie par rapport au musée de Bretagne. Dans ces années, le cheptel s'agrandit, les équipes s'élargissent, tout comme les missions de Jean-Paul Sillard, puisqu'il prend en charge toute la partie végétale du site. Les équipes de l'écomusée se structurent et l'activité se stabilise. C'est vrai qu'une fois qu'on est monté en puissance, qu'on a trouvé notre équilibre, on est dans la continuité. Il y a qu'effectivement, je ne veux pas dire on est dans la routine, mais on est sur notre plateau là. Il n'y a que les expositions temporaires qui redonnent un peu de la dynamique, à l'écomusée. Voilà, il faut peut-être effectivement, d'où l'intérêt maintenant de
refaire un nouveau plan scientifique et culturel. Donc là, il y a un projet d'évoluer sur les parties environnementales. Donc on essaie toujours de greffer quelque chose de nouveau, hein. C'est devenu un site LPO de la Ligue pour protection des oiseaux. Là, on a mis des nichoirs, on a mis 150 nichoirs, etc. On donne une petite dynamique autour de l'environnement. Donc là, ça devrait continuer encore autour de l'environnement, hein, sur la notion des paysages. C'est vrai qu'autour de l'animal, comme on a fait le tour, il y a plus rien de nouveau, entre parenthèses. Donc c'est pour ça d'ailleurs que mon remplaçant, lui, il a plus un poste autour de l'espace vert, de l'environnement, et puis la moitié sur l'animal. Donc faut continuer, hein, parce que la notion de conservation est assez importante. On s'aperçoit quand même que au niveau de la production, ça reste fragile quand même. Il faut passer le relais, on n'est pas irremplaçable. Il y a d'autres projets sûrement autour de l'écomusée, il y a peut-être d'autres thématiques qui vont venir prochainement, c'est l'évolution de la vie. L'écomusée, par ses expositions comme par son parc agro-pastoral, est un lieu que vient visiter le public qui vient voir des animaux et qui passe devant le mur des plaques récompense des concours, l'une des fiertés de Jean-Paul Sillard. C'est de tradition dans les élevages d'animaux de race et de concours, d'apposer les récompenses des concours sur les tables, sur la porcherie, sur le poulailler. Et donc, nous, à l'écomusée, moi j'ai toujours, avant d'arriver à l'écomusée, j'avais cette notion de présentation des races et des concours, les fameux 2 vases de sève que j'ai remportés là, et donc j'ai voulu continuer dans cette dynamique-là, c'est-à-dire que moi, présenter les animaux aux différents concours, ça me parlait parce que c'est valoriser le travail qu'on fait, que j'ai fait, que mes soigneurs ont fait, mais c'est valoriser l'écomusée aussi en disant ben voilà, on n'est pas qu'un musée, on est aussi des éleveurs, on est capable d'élever de beaux animaux. La preuve en est, regardez, si on gagne un premier prix, donc il fallait valoriser ça. Et donc naturellement, avec Jean-Luc, on a participé quand il y avait un concours dans la race, ça faisait connaître l'écomusée. Pour nous, c'était la communication. Il y avait le retour également, quand on faisait un Grand Prix à Paris, qu'on avait un article dans le journal, c'est de la communication. D'ailleurs, les politiques ont bien vu, hein, parce que de temps en temps, ils nous envoyaient un petit mot en disant félicitations pour votre prix à Paris au Salon de l'Agriculture. Et voilà, naturellement, faut communier avec le public aussi, plutôt qu'il soit dans le fond d'un tiroir, qu'il soit exposé sur la bergerie, sur le poulailler, sur la porcherie, pour montrer aussi l'histoire de l'écomusée. Voilà, on n'est pas tout neuf, on a commencé en 94, on était à Paris en 94, on était à Avranches, on était au Mans, on était voilà. Et donc c'est vrai, ce mur de plaques, c'est un peu ma fierté. Et d'ailleurs, avant de partir, je l'ai tout démonté, j'ai tout nettoyé les plaques et je les ai toutes remises. Et j'ai dit à mon collègue de continuer dans cette dynamique-là. Durant 27 années, Jean-Paul Sillard a été zootechnicien à l'écomusée de la Bintinée, 27 années de service public en tant que contractuel, jusqu'à sa retraite en février 2021. J'ai tout de suite adhéré à la CFDT. J'ai été soutenu beaucoup par la CFDT, hein, parce qu'effectivement, c'était leur cheval de bataille, si on peut parler de cheval, de chevaux. Mais les contractuels, c'était effectivement très 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 important, parce que on était effectivement des emplois précaires, entre parenthèses. Bon, moi j'avais la chance quand même d'être sur un emploi atypique, mais il y avait d'autres contractuels qui faisaient le boulot d'un titulaire, et sous le prétexte qu'ils n'avaient pas le concours, ne pouvaient pas être titularisés. J'aurais travaillé dans une ferme pédagogique, j'aurais pas eu l'impression de faire la même chose. Là, on était rattaché quand même à ces notions de culture, de patrimoine, de service culturel.
J'ai plus ces notions de service de la culture que je l'aurais eu au service des jardins, par exemple. Ça laisse plus de traces au niveau de la culture. D'ailleurs, on a écrit des bouquins sur la Chaux des Fossés, on a écrit des bouquins sur la Coucoudrelle. Le fait que ce soit au service de la culture, hein, je pense qu'il y a une notion de laisser quelque chose. Le témoignage de Jean-Paul Sillard a été recueilli par Adrien Leroux. La musique est de Robert Meunier. C'était Rennes, j'écoute les voix du service public, un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour les Archives de Rennes.